Salut à tous, dans ce nouvel épisode de Let's Game Dev dédié à Zelda Breath of the Wild, nous allons créer un Toon Shader qui va nous permettre de donner à notre jeu un look faisant penser à un dessin animé. Mais avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage et la maîtrise d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs possibles. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, le Toon Shading, c'est quoi? Des fois, vous allez entendre aussi le terme Cel Shading, c'est la même chose, et il s'agit en fait d'une technique permettant de donner un aspect dessin animé à notre jeu en segmentant les couleurs du rendu pour retirer les informations de dégradé. Et comment est-ce que nous allons faire ça? C'est assez simple. Dans le cas du shader que nous allons créer, nous allons assigner à chaque pixel deux couleurs. Une couleur A lorsqu'il est éclairé, et une couleur B lorsqu'il ne l'est pas. Et comment est-ce que nous allons choisir si nous devons lui appliquer la couleur A ou B? Nous allons définir en fait un seuil qui va tester le niveau d'éclairage de notre pixel et faire ce choix à notre place. Par exemple, ici, je vais choisir un seuil de 0,5. Et là, vous allez voir que tous les pixels qui ont un niveau d'éclairage supérieur à 0,5 seront considérés comme étant éclairés, alors que les pixels qui auront un niveau d'éclairage inférieur à 0,5 sont considérés comme n'étant pas éclairés. Du coup, plus je monte cette valeur, plus vous allez voir que les pixels ont besoin de plus d'éclairage, pour être considérés comme étant éclairés. Donc ici, vous avez la base du Toon Shading. Et pour aller plus loin dans la création de notre shader, nous allons ajouter un peu plus de contrôle en ajoutant par exemple la possibilité de choisir si nous voulons appliquer ce rendu à l'ensemble de la scène grâce à la variable Custom Depth. Donc là, si je décoche, nous avons l'effet qui est appliqué à l'ensemble de la scène, sauf la skybox, nous allons voir comment le faire. Et aussi, nous allons ajouter la possibilité d'ajouter l'occlusion ambiante qui permet d'ajouter des informations d'ombrage sur les modèles. Bien sûr, ça retire des informations, ça ajoute des informations de dégradé, mais c'est pas trop grave parce qu'on a toujours un rendu qui est stylisé. Et ensuite, nous avons aussi la possibilité d'ajouter des informations venant du rendu classique de la scène. Donc là, si je mets le Dark Blend Amount à 1 par exemple, nous allons ajouter des informations sur les pixels sombres. Et si je mets le Light Blend Amount à 1, nous allons ajouter ces informations aux pixels éclairés. Donc ces informations viendront en fait du rendu classique. Et enfin, les deux derniers paramètres que j'ai ajoutés à ce shader sont en fait la teinture des pixels. Donc on peut choisir la teinture des pixels éclairés. Donc ceux qui sont considérés comme étant éclairés, on va ajouter par exemple du rose ici. Et on peut aussi teinter les pixels qui sont considérés comme n'étant pas éclairés. Donc là, j'ai mis du bleu, mais par exemple, on pourra mettre du vert en fonction des besoins de votre jeu. Donc maintenant, nous allons passer à la création de notre shader. Alors, pour créer un Toon Shader, il y a plusieurs méthodes, mais pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser les Post-Process Material. Alors, un Post-Process Material, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de matériau qui va venir s'appliquer à l'écran une fois que le rendu de la scène a été fait. Donc là, une fois qu'on lance le jeu, nous avons ça, et le Post-Process Material va venir par-dessus et va traiter les pixels de l'écran pour leur donner une apparence spécifique. Donc, nous allons créer un Post-Process Material, on va aller dans le dossier MyZelda, on va faire un clic droit, New Folder, je vais appeler ça Post-Process, et dans ce nouveau dossier, je vais faire un clic droit et choisir un Material. Je vais appeler ça pp_toon, pour Post-Process Toon. Nous allons ouvrir ce matériau, et nous allons changer ici le domaine du matériau, parce que nous ne voulons pas un matériau classique qui s'applique à une surface, mais nous voulons un matériau de type post-process qui s'applique à l'écran. Et donc là, une fois que vous aurez choisi post-process, vous allez voir que l'écran deviendra noir. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué juste avant, en fait, ici, nous avons pris la scène, nous avons balancé ça dans le post-process, et lui, il dit, écoute, sur l'écran, tu ne renvoies rien du tout. Résultat, on a un écran noir. Et comment est-ce que nous allons corriger ça? Nous allons faire une sorte de bypass qui va récupérer le rendu de base et rebalancer ça sur l'écran. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais faire Scene Texture, et ce nœud, en fait, va récupérer la texture de l'écran, et on peut récupérer différents buffers, donc différents éléments, donc soit la profondeur, soit les couleurs, et tout un tas d'autres informations, pardon. Donc ici, je vais choisir le Post-Process Input. Je vais balancer ça dans l'Emissive Color, et là, vous pouvez voir que la scène réapparaît. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on dit, écoute, tu prends le rendu de base et tu le rebalances dans le canal. Donc j'applique
et je sauvegarde. Et maintenant, nous allons appliquer ce post-process à la scène. Donc là, je vais faire un clic droit. Je vais créer une instance de ce material que je vais appeler mi_toon. Et je vais venir chercher ici dans l'onglet mode un post-process volume. Je vais glisser ce volume dans la scène et je vais venir choisir ici le material qui va être appliqué à ce post-process. Donc ici, on a le post-process material. Je vais cliquer sur la petite flèche. Je vais prendre un asset reference et je vais sélectionner le mi_toon que je vais venir glisser ici. Donc, il me reste un dernier paramètre à activer là. Il faut cocher sur la case Infinite Extent Unbound. Pourquoi? Tout simplement pour dire que le post-process de ce volume-là va être appliqué à l'ensemble de la scène et non pas qu'à l'intérieur du cube. Donc, je sauvegarde et nous pouvons passer à l'implémentation de notre post-process. Pour que notre Toon Shader fonctionne, il nous faut un moyen de récupérer les informations de lumière de notre scène. Malheureusement, le Scene Texture propose plusieurs buffers, tels que par exemple le buffer classique du post-process input 0, qui permet de récupérer la couleur de la scène une fois que tous les effets ont été appliqués. Nous pouvons aussi récupérer par exemple la couleur de base des objets sans aucun éclairage qui est appliqué à ces derniers. Mais malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de récupérer les informations de lumière. Et pour corriger ça, nous allons faire un appel à plusieurs nœuds qui vont nous permettre de créer ce qu'on appelle le light buffer. Donc ici, je vais faire tout un tas de nœuds et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement de tout ça. Donc le Scene Texture, je le remets au post-process input 0. Je fais un désaturation qui permet de retirer toute information de couleur. Donc ici, nous avons une image qui va être en niveau de gris. Ensuite, je vais dupliquer ces nœuds-là. Et ici, plutôt que de faire appel au post-process input 0, je vais faire appel au base color. Le base color, c'est quoi? En fait, c'est la couleur de base qui sort dans le pin base color des matériaux. Une fois que c'est fait, nous allons diviser le résultat du post-process input 0 par celui du base color. Et ensuite, je vais faire un clamp pour amener ces valeurs, les valeurs qui sortent d'ici entre 0 et 1, et je vais brancher ça là. Et en fait, si j'applique, ce qu'on vient de créer, c'est en fait un light buffer. C'est le buffer qui va stocker l'éclairage de la scène. Donc là, si je vais dans mon jeu, vous allez voir qu'en fait, l'écran vibre un petit peu. C'est tout simplement dû au fait qu'il faut sélectionner ici l'option Before Tone Mapping dans le Blendable Location. Pourquoi? Parce que le tone mapping, en fait, c'est encore une couche d'effet qui est appliquée après l'ensemble des effets. Et nous, on veut appliquer notre post-process avant le tone mapping pour qu'il n'y ait pas cet effet de vibration sur notre écran. Donc là, je lance l'exécution du jeu et on peut voir que les pixels sont plus ou moins blancs en fonction de leur niveau d'éclairage. Donc les pixels blancs sont éclairés et les pixels noirs ne le sont pas. Donc maintenant que nous avons les informations d'éclairage de chacun des pixels, nous allons pouvoir commencer à faire du seuillage pour justement choisir si nous appliquons une couleur éclairée ou non à chacun des pixels. Et pour ce faire, nous allons faire appel à un nœud if, dans lequel nous allons brancher notre light buffer en A, et en B, nous allons créer un scalar parameter qui va être justement notre valeur de seuillage, notre seuil. Je vais appeler ça threshold pour seuil. Je vais le mettre à 0,5 pour commencer. Et je vais brancher ça dans B. Et donc, si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, si la valeur d'éclairage du pixel est supérieure au seuil, nous allons appliquer une couleur A. Et si c'est inférieur, nous allons appliquer une couleur B. Donc, pour voir un peu le résultat de tout ça, je vais brancher ici un vecteur 4 et ici un autre vecteur 4. Admettons, je vais donner une couleur blanche pour la couleur A et une couleur noire pour la couleur B. Je vais brancher ça dans l'emissive color. Et donc là, si j'applique, vous pouvez voir que dans la scène, nous avons donc les couleurs blanc, la couleur blanche pour tout ce qui est éclairé et la couleur noire pour tout ce qui ne l'est pas. Donc maintenant, comment est-ce que nous allons définir ces couleurs? Parce que nous aimerions justement avoir les vraies couleurs de la scène plutôt que du noir et du blanc. C'est simple, nous allons encore faire appel à notre Scene Texture ici. Je vais récupérer la couleur de base
de l'objet, donc le base color, et je vais faire appel aussi au scene texture post-process input 0. Donc là, je vais faire un multiply que je vais brancher ici et je vais faire appel à un vector paramètre que je vais appeler light tint pour la teinture des pixels éclairés. Ah oui, il me met une erreur tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi on a beau avoir un vecteur 4 ici, mais il faut quand même ajouter une valeur histoire d'avoir un vecteur 4. Apparemment, il sort de là en vecteur 3 alors que nous avons fait un vecteur 4 dans le matériel. Et il nous sort du coup des problèmes de compatibilité. Donc le light tint, je vais le mettre, admettons, à bleu clair. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a la couleur bleu clair sur tous les pixels qui sont éclairés. Maintenant, je vous disais dans le début de cette vidéo que nous allons ajouter aussi la possibilité de mélanger la sortie classique avec la sortie de notre cel shader, donc le toon shader. Donc là, ici, je vais prendre le post-process input 0 et je vais créer un scala paramètre que nous allons appeler light blend amount. Nous allons initialiser cette valeur à 1 et je vais la multiplier par le color. Donc ici, je vais faire un add. Je vais brancher ça là et ça ici. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire en fait? Je prends la couleur de base de l'objet. Ici, je prends sa couleur une fois qu'il a été traité et je multiplie ça par un light blend amount qui permet de dire, ben, si je suis à 1, on prend la totalité de la couleur du post-process input qu'on ajoute au base color. Si je mets à 0, on ne garde que le base color. Donc, à vous de jouer avec ces paramètres pour obtenir ce que vous voulez. Et ensuite, je multiplie tout ça par une couleur qui permet de teinter un petit peu le résultat avec du bleu, comme c'est le cas ici. Donc, pour rappel ici, j'ai fait un append de 1 parce que malgré le fait qu'on a créé ici un vecteur paramètre qui est censé être de type vector 4, il sort en fait en vector 3 et on lui ajoute un canal ici avec le append. Donc là, je vais ajouter un petit commentaire et je vais appeler ça couleur des pixels éclairés. Et comment est-ce que nous allons faire la même chose pour les pixels non éclairés? Je vais supprimer ça et je vais dupliquer ces nœuds-là ici. Je vais brancher ça là et nous allons changer les paramètres. Donc plutôt que d'avoir un light blend amount, on va appeler ça un dark blend amount. Voilà. Et le light tint, on va appeler ça un dark tint. Donc admettons le dark tint, je vais mettre une couleur, on va dire verte, comme ça, pour le fun. Voilà. Et on a ce qu'il nous faut. Donc là, si j'applique et que je lance mon jeu, vous pouvez voir que nous avons notre effet qui fonctionne plutôt bien. Donc ici, je vais ajouter plutôt une valeur pour le light tint. On va mettre ça en blanc, histoire que lorsque c'est éclairé, on teinte avec du blanc, et lorsque ce n'est pas éclairé, on teinte avec du gris. Donc là, je sauvegarde. Et lorsque je retourne dans la scène, on a donc ici notre effet de seuillage, de segmentation des couleurs. En l'état, le Toon Shader est fonctionnel, mais nous allons lui ajouter quelques paramètres supplémentaires, histoire de pouvoir contrôler le rendu de l'effet de manière plus précise. Donc, dans le Toon Shader, ici, je vais éloigner le résultat final, et je vais faire appel à notre super nœud Scene Texture. Nous allons ajouter la possibilité d'ajouter au rendu final l'occlusion ambiante. Alors l'occlusion ambiante, c'est quoi? C'est une information d'ombrage supplémentaire qui est ajoutée par-dessus et qui définit en fait l'ombrage qu'un mesh se fait à lui-même.
Donc ici, par exemple, dans le cas des pectoraux de notre mèche, vous allez voir que ces derniers vont être mieux dessinés, justement parce que les pectoraux font de l'ombre au haut du ventre. Donc ici, je vais choisir le Ambient Occlusion, et je vais multiplier ça par le résultat de notre Toon Shader. Mais histoire de pouvoir contrôler plus finement, nous allons ajouter la possibilité de choisir si on veut utiliser l'Ambient Occlusion ou pas. Donc je vais faire un clic droit et je vais taper Switch Parameter et je vais choisir le Static Switch Parameter. Je vais appeler ça Ambient Occlusion. Alors, le Static Switch Parameter, il permet juste en fait de faire passer un nœud ou pas en fonction de si on coche sur True ou False. J'applique et je sauvegarde. Et donc là, si je fais appel au Material Instance, ici je coche ça. Et donc, si je zoome sur le mannequin, vous allez voir que lorsque j'active l'occlusion ambiante, nous avons ces petites informations d'ombrage supplémentaires qui apparaissent. Donc le threshold, je vais le mettre à 1 pour qu'on puisse voir un peu mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a plus de précision dans les ombres du personnage. Maintenant, nous allons passer à l'ajout du culling de la skybox. Donc avant ça, je vais commenter ici. Applique l'occlusion ambiante. Ambient 2. Maintenant, je vais ajouter le fait de faire du culling sur la skybox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ici, dans le cas présent, on ne voit pas trop de problème, mais dans certains cas, le Toon Shader pourra poser problème par rapport à votre skybox et appliquer des effets vraiment bizarres sur le résultat final. Donc nous allons faire en sorte qu'en fait, le Toon Shader s'applique à tout sauf la skybox. Donc pour ce faire, on va appeler notre éternel Scene Texture. Je vais choisir le Scene Depth pour choisir la profondeur du pixel et je vais faire un Divide. Je vais choisir ici une valeur de, admettons, 100 000. Voilà. Et je vais faire une désaturation. Ensuite, je vais faire appel à un if. Je vais brancher ça dans le A. Je vais prendre une constante de 1 que je vais brancher dans le B. Et je vais faire appel encore à un Scene Texture. Je vais prendre le rendu classique, Post-Process Input 0, que je vais brancher dans A supérieur à B. Et la sortie de l'Ambient Occlusion, ici, je vais brancher dans A inférieur à B. Alors, qu'est-ce que je viens de faire avec tout ça? En fait, je récupère la profondeur des pixels. Et en fait, si jamais le pixel est vraiment très loin, donc ici est à une distance de 100 000, on va le retirer du Toon Shader. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est vraiment très loin ne va pas être appliqué, on va pas appliquer sur ce genre de pixels justement le Toon Shader. C'est vachement simple, ici vous n'allez pas avoir de changement forcément, mais bon, c'est toujours bon à avoir parce que vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises. Donc ici, n'applique pas l'effet sur la skybox. Et enfin, il ne nous reste plus qu'un dernier point intéressant, c'est la possibilité d'utiliser le Custom Depth Buffer. Donc là, je pense que vous connaissez la chanson, Scene Texture. Je vais faire 3 appels à ce nœud. Le premier, on va garder l'appel au Scene Depth. Je vais faire un masque, Component Mask. Je vais choisir que le canal R. Je vais ajouter un if. Je vais brancher le Scene Depth ici. Et là, je vais faire appel au Custom qui se trouve... Alors, Scene Depth et le Custom Depth ici.
Je vais faire un masque R aussi. Voilà, je branche ça dans le B. Ici, je récupère la sortie que je balance dans A supérieur à B. Et ici, le post-process input, je vais choisir la version 0 que je balance ici. Et je branche ça là. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'activer la possibilité d'utiliser le custom depth. Je vais même donner la possibilité de choisir ou non d'utiliser le custom depth ou pas. On va faire appel à un switch parameter que je vais appeler custom depth. Comme ça, au moins, si on l'a activé, nous n'allons faire un rendu que sur les éléments du custom depth, et sinon, nous allons faire un rendu sur l'ensemble de la scène. Donc, le custom depth, en fait, on a la possibilité de choisir pour certains objets de la scène, de les rendre dans le custom depth. Le custom depth, c'est quoi? C'est un buffer parallèle qui permet de séparer des objets de la scène classique. Donc, si je choisis, par exemple, de mettre mon personnage principal dans le custom depth, il va être rendu à part, et donc on pourra appliquer des effets sur lui seulement. Donc là, je commande tout ça, on applique les effets qu'aux éléments du custom depth. Voilà. Donc là, j'applique, je sauvegarde, et si je retourne dans la scène, je vais lancer une simulation, et je vais ouvrir mon Material Instance. Voilà, on pourra commencer à tester notre shader. Donc, je fais un plein écran. Ici, je peux appliquer l'occlusion ambiante. Je peux définir aussi l'effet seulement sur certains éléments de la scène si je fais le custom depth. Donc, pour info, pour activer le custom depth, c'est assez facile. Vous venez ici, dans le panneau détail. Donc, je sélectionne ici mon personnage, par exemple. Et là, vous avez l'option Custom Depth, Render Custom Depth Pass. On peut cocher cette case et l'effet va être appliqué au mannequin. Si je décoche, vous voyez qu'il n'est plus appliqué au mannequin. Donc vous sélectionnez tous les meshs que vous voulez mettre dans le Custom Depth et vous venez cocher cette case. Donc on continue le test de notre effet. Donc là, je vais décocher le Custom Depth, je vais mettre l'occlusion ambiante. On peut changer le threshold pour les mettre à 0,5 par exemple. Et on peut changer la teinture des pixels qui sont considérés comme étant non éclairés. Donc là, ça peut vous donner un petit effet plutôt sympa. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à me faire des retours dans la zone de commentaires. Et si vous voulez continuer votre apprentissage d'Unreal Engine, vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos qui vont apparaître ici à droite. C'était Evans, à très bientôt. Ciao!